Donc oui, nous sommes à un endroit du stand sur lequel nous présentons toute une série de produits qui sont cueillis en forêt. On parlait des pygmées tout à l'heure. Ce sont effectivement des cueilleurs et ils tirent leur vie de produits qu'ils cueillent en forêt, qu'ils connaissent très très bien. Ce ne sont pas des scientifiques de la forêt, mais ce sont des connaisseurs de la forêt. Et donc ils savent quel produit, à quelle saison, à quel moment il faut cueillir, et ils se déplacent très souvent pour suivre finalement les populations animales sauvages qu'ils vont chasser. Et donc ce sont des nomades, ce sont des gens qui exploitent de très très grands territoires forestiers. Ils en ont besoin pour pouvoir vivre parce qu'ils suivent les ressources en fonction des saisons. Donc cette partie du stand vous montre par exemple toute une série de produits issus du baobab. Le baobab, tout est bon dans le baobab, l'écorce, le fruit, les feuilles. Les feuilles sont très riches en calcium. Nous avons des produits qui sont issus de la forêt brésilienne également. C'est un endroit où on a su vendre des formes presque semi-industrialisées de produits qui sont cueillis en forêt, de différentes substances médicinales, alimentaires, des gommes, des savons, des tas de choses comme ça. Donc voilà, cette partie du stand est dédiée à ces produits, ce que l'on appelle nous des produits forestiers non ligneux, par opposition au bois, qui lui est la matière la plus connue de la forêt, mais qui en fait n'est pas forcément celle que les gens sur place utilisent le plus. Cette partie du stand, c'est une illustration qui montre un petit peu toutes les composantes de la forêt dans laquelle nous travaillons. Il y a une partie qui montre une forêt naturelle, une forêt vierge. Il y a une partie où on montre de l'agriculture qui est en contact avec la forêt vierge, parce que nous travaillons beaucoup à l'interface entre l'agriculture et la forêt. On voit un village, c'est l'endroit où vivent les populations en forêt. Nous voyons des zones d'agroforesterie où on a une interaction très forte entre l'arbre et la culture. On voit une partie avec une usine, parce que finalement le bois c'est aussi une substance qui est utilisée par l'industrie, qui est utilisée par l'industrie du papier, par l'industrie du charbon, par l'industrie du bois. On voit la ville, évidemment la ville c'est le lieu de pouvoir, c'est le lieu de la finance, c'est le lieu des décisions internationales, donc c'est quelque chose qu'on a mis aussi dans le même schéma. Et puis on voit aussi la forêt naturelle comme lieu de récréation. On a mis un petit dessin de parc national où on voit des touristes, parce que la forêt c'est aussi une économie du tourisme. Donc ce sont toutes les facettes finalement de la forêt tropicale sur lesquelles nous travaillons. Et cela permet d'illustrer un petit peu tous les projets que nous avons, les projets de recherche, dans tout cet écosystème de la forêt qui est celui où on travaille au quotidien. Parlons aussi des énergies. Je crois que la problématique des énergies est aussi un axe important de vos recherches. Oui, et pour plusieurs raisons. D'une part parce que, comme je le disais, nous travaillons dans les pays du Sud. Et il est très clair que les pays du Sud utilisent essentiellement le bois comme ressource d'énergie, comme source d'énergie pour faire la cuisson des aliments finalement. 80 à 90% du bois consommé dans les pays du Sud sert à faire la cuisine. On ne le sait pas forcément, mais c'est finalement la ressource, l'utilisation principale des bois. Le bois en tant que matériau, en tant que planche, ce n'est qu'une petite partie de leur utilisation. Et dans les pays du Nord, comme chez nous, c'est l'inverse. L'énergie, c'est 20%, pas beaucoup plus, de l'utilisation du bois, d'une part. D'autre part, la question d'énergie devient très importante au niveau mondial. Comme vous le savez, nous utilisons beaucoup d'énergie fossile. Or, l'énergie fossile comme le pétrole, comme le charbon, ce sont des ressources non renouvelables. On pioche dans des réserves, mais ces réserves-là, on sait qu'elles ont une fin. Et aujourd'hui, il y a des alternatives, des énergies alternatives qui se développent, dont certaines pourraient être des agrocarburants par exemple. Et qui dit agrocarburant dit plantation de cultures dédiées, qui peuvent être des cultures herbacées ou des cultures d'arbres à vocation d'énergie. Et dans tous les cas, si on doit développer ces cultures-là, ça pourrait être sur des gisements de terre disponibles qui pourraient être des forêts finalement. On a longtemps eu l'habitude, je ne sais pas, depuis des siècles, comme en France par exemple, quand on a développé la France au XIIe siècle, au Moyen-Âge, jusqu'à aujourd'hui, on l'a fait en consommant de la forêt pour développer les champs, l'agriculture, de la vie urbaine aussi. Bon, eh bien, beaucoup de pays se posent la question de savoir s'ils doivent continuer à défricher leurs forêts. Des pays couverts de forêts comme le Gabon, par exemple, sont à 90% forestiers. C'est des pays dont on sait qu'ils vont nécessairement défricher. Et les défrichements à vocation d'énergie sont peut-être une des voies à développer, à parcourir. Alors nous, notre travail, c'est pas d'interdire que l'on déforeste, bien sûr, c'est pas notre mandat, mais c'est d'accompagner ces développements de manière à ce qu'ils se fassent de la façon la plus harmonieuse possible, maîtriser les développements, faire en sorte qu'il y ait un équilibre des ressources entre les besoins de la planète et de l'humanité, et en même temps, la nécessité de maintenir tous les biens et les services tirés de la forêt tropicale. Alors, qui dit arbre dit papier, fatalement. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait quand même penser qu'on pourrait se passer du papier pour favoriser tous les outils de communication électronique? Est-ce que l'énergie consommée par la fabrication de papier n'est pas plus importante finalement que celle électronique?
Alors bon, je ne connais pas de publications dans lesquelles on compare finalement le bilan global énergétique du papier versus le bilan global énergétique de l'électronique. Ce que je peux dire, c'est que le papier aujourd'hui, l'élément majeur, c'est que les efforts sont faits pour que le papier soit produit avec des sources de bois renouvelables. Donc on voit de moins en moins, ça a été le cas certainement à l'époque, on voit de moins en moins de papier issu de forêts vierges. Le papier aujourd'hui, presque toujours, vient de forêts qui ont été plantées dans ce but et que l'on peut replanter à l'infini de façon renouvelable. Mais alors des forêts qui ont été elles-mêmes, des parcelles qui ont été subies la déforestation, des parcelles qui vivaient en biodiversité complète et qu'on a transformées. Bien, dans certains cas oui, mais pas toujours. Prenez la forêt des Landes de Gascogne par exemple. C'était en France, c'était des marécages. Alors bien sûr on a supprimé l'écosystème des marais et des prairies des Landes pour créer la forêt de pins maritimes des Landes de Gascogne qui fait 1 million d'hectares, qui est la plus grande forêt française, et c'est une forêt qui produit beaucoup de ressources, de matières premières pour le papier. Donc dans ce cas, effectivement, on n'a pas détruit de forêt. Il y a beaucoup de zones où on a détruit des forêts tropicales il y a 5 ans, 60 ans, ou même des fois il y a moins longtemps, il y a 5 à 10 ans, et dans lesquelles maintenant, effectivement, on n'a plus de forêt, et il y a tendance à... On peut reforester ou faire de l'agriculture et il y a des opportunités effectivement de reconstituer des forêts, mais bien sûr qu'ils ne sont pas les mêmes. Un écosystème de forêt naturelle, ça n'a strictement rien à voir avec un écosystème d'une forêt plantée qui est beaucoup plus simplifié, qui est beaucoup plus homogénéifié, qui contient bien moins de diversité et qui rend moins de services. Peut-être que le service bois est le même, c'est-à-dire vous avez le même nombre de planches qui en sortent, mais en tant qu'habitat, en tant que immensité de la complexité, si vous voulez, de cette vie qu'il y a dedans, ce n'est pas comparable. Alors, à vous, à titre personnel, si vous aviez une alerte à poser, ce serait dans quel sens ? Je crois que l'alerte à poser, c'est que nous sommes tous des consommateurs et par la façon dont nous consommons, nous envoyons des signaux. Et donc consommer des produits n'importe lesquels à n'importe quel moment, issus de n'importe quelle origine, ça émet des signaux pour dire finalement continuons. Or aujourd'hui par exemple il y a certains produits qui portent des labels que nous trouvons tout à fait intéressants. Par exemple un label d'éco-certificat sur le bois tropical. Nous l'avons testé, vérifié sur le terrain en tant que chercheurs. Nous avons regardé si ces labels étaient fiables ou pas. Nous constatons que certains sont tout à fait intéressants et démontrent que ce bois a été produit d'une manière plus durable que ceux qui n'ont pas de label. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes les consommateurs, c'est nous qui attirons une demande en terre pour, par exemple, avoir des cultures tropicales plus développées, pour avoir des forêts plus productives. Nous consommons du café, nous consommons du cacao, nous consommons des bananes, nous consommons quantité de produits qui sont issus des tropiques. Et donc cette consommation-là n'est jamais anodine sur les pays producteurs qui sont loin de chez nous. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut pas arrêter de consommer des produits tropicaux. Il y a besoin d'en consommer, les pays du Sud ont besoin d'en produire. Mais il faut être conscient que cela n'est pas sans impact et donc il faut être conscient que on doit exiger que ces produits soient respectueux de l'équilibre de la planète. Merci Alain pour toutes ces explications. Merci. Merci pour votre invitation à parler pour vos auditeurs.